À la une de cette édition du journal, deuxième avancée dans les négociations entre la RDC, Washington et le Rwanda en vue du retour de la paix dans la région des Grands Lacs. Les textes d'accord a été paraphé mercredi par les négociateurs de Kinshasa et Kigali. Il ne reste que la signature de l'accord de paix qui doit intervenir normalement le 27 juin. L'actualité dans le monde, la guerre entre Israël et Iran est à son 7e jour. Les bombardements nocturnes continuent de part et d'autre. Donald Trump ne vient pas arranger les choses avec ses prises de position tentaculaires faisant redouter une participation américaine au conflit qui aura pour conséquence l'exacerbation de la situation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bonne nouvelle de Washington. Les représentants de Kinshasa et Kigali ont paraphé mercredi le texte d'accord qu'ils ont âprement discuté et qui n'attend que la signature entre les deux gouvernements. Elle devra intervenir normalement le 27 juin à Washington toujours. Les deux pays se sont convenus de mettre fin aux hostilités, de respecter l'intégrité territoriale, mais aussi ils ont parlé d'un plan de désarmement, des démobilisations et de réintégration conditionnelle. Est-ce une vraie avancée? Commentaire de Jean-David Kilolo. Les négociations préliminaires entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, débutées en avril 2025 sous la médiation des États-Unis et du Qatar, ont abouti à la signature d'une déclaration des principes le 25 avril dernier, puis à un projet d'accord de paix paraphé le 18 juin 2025. Avec une signature officielle prévue le 27 juin de la même année. Cet accord prévoit le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Les deux pays s'engagent à reconnaître mutuellement leur souveraineté et à ne pas remettre en question la validité des frontières. La cessation des hostilités, l'engagement à bannir toute action militaire, discours hostile avec un objectif de cesser le feu durable. Troisièmement, non-soutien aux groupes armés non étatiques. Les deux parties s'accordent pour cesser tout soutien militaire à des groupes comme les M23 pour le Rwanda ou les FDLR pour la RDC, bien que ces groupes ne soient pas explicitement nommés dans le texte. La coopération économique régionale, la promotion du commerce, notamment dans les secteurs miniers, avec un accent sur le traitement légal des minerais extraits en RDC via le Rwanda pour affinage et exportation. Cela inclut des projets comme les développements hydroélectriques et la gestion des parcs nationaux. Le soutien à la MONUSCO, engagement à collaborer avec les forces internationales, notamment la mission de l'ONU en RDC pour stabiliser la région. Les États-Unis d'Amérique, sous Donald Trump, cherchent à stabiliser la région pour sécuriser l'accès aux ressources minières stratégiques, actuellement dominé par la Chine. Le Qatar joue un rôle complémentaire, notamment dans les négociations avec les M23 à Doha. Les contenus exacts de l'accord final restent partiellement confidentiels, car les négociations sont encore en cours et certains détails, notamment sur les aspects économiques, n'ont pas été pleinement divulgués. Les sources indiquent que les 3 accords, un accord de paix et 2 accords économiques bilatéraux avec les États-Unis, sont interdépendants. Mais leur finalisation dépend de la volonté politique des parties. L'accord vise à instaurer la paix dans l'est de la RDC via un cessez-le-feu, les retraits des troupes rwandaises, les désarmements des milices et une coopération économique centrée sur les minéraux, mais sa mise en œuvre reste incertaine face aux tensions persistantes et aux critiques sur son opacité. Dieu. Et puis les doyens de la société civile du Grand Kivu encouragent le chef de l'État à continuer à mettre en œuvre ou à s'investir dans la mise en œuvre de la signature de l'accord minier avec les États-Unis. Dans une déclaration faite à Kinshasa, ils appellent à un vrai changement dans la gouvernance financière de la part des acteurs politiques, tout en mettant en garde le Rwanda qui doit cesser avec ses arguments dits fallacieux.
Comme tout Congolais censé et épris de patriotisme, les ressortissants de la province du Sud-Kivu veulent participer au retour de la paix dans la partie est du pays, région actuellement sous occupation rwandaise. Face à cette situation, l'État congolais a décidé de proposer un accord aux Américains sur les minéraux contre la sécurité, lequel accord est actuellement en pleine négociation à Washington. La présentation de la note de plaidoyer des doyens de la société civile du Sud-Kivu adressée au gouvernement américain autour du contrat sécurité minerais se présente comme une panacée. Est-ce le régime rwandais qui octroie des salaires astronomiques aux ministres, aux députés, aux conseillers, alors que les militaires, les enseignants, les personnels soignants, les fonctionnaires de l'État sont condamnés de survivre de miettes? La réponse est non. Est-ce que c'est le régime rwandais qui empêche nos dirigeants de construire une armée forte et dissuasive, à construire des routes, à construire des écoles, à construire des hôpitaux? La réponse est non. Cette note de plaidoyer, dont l'économie a été rendue publique, a pour titre « La République démocratique du Congo, avenir de la région, des grands lacs africains, prospective d'une paix durable et mutuellement bénéfique à l'horizon 2040 ». De l'actualité également, le ministre Constant Mutamba n'est plus membre du gouvernement souminois depuis 24 heures déjà. Il a officiellement remis sa lettre de démission au président de la République, à qui il a rappelé justement ses réalisations et les réformes engagées pour guérir la justice de sa maladie. Mais malheureusement, ces progrès ont été freinés par les conservateurs hostiles, dénonce-t-il, auprès de Félix Tshisekedi. Ça n'est fini pour Mutamba. Il ne fait plus partie du gouvernement. Il a fait ses adieux au président de la République dans un long courrier où il a totalement vanté son passage à la tête du ministère de la Justice. Son départ n'a presque fait réagir aucun membre du gouvernement et personne d'entre eux, ni la première ministre, ne s'est prononcé sur l'affaire, ni a tenté de prendre sa défense. Seul contre tous, Constant Mutamba a dit être prêt à affronter ses bourreaux. Des conservateurs hostiles aux réformes courageuses qu'il a entreprises, explique-t-il. Ces réformes, d'après le garde des Sceaux, c'est entre autres la réhabilitation des veuves, des orphelins, des pauvres et riches dans leurs droits injustement confisqués par les plus puissants. La redynamisation du guichet unique des créations d'entreprises permettant désormais de créer une entreprise en 2 jours. La mise en place d'un système de gestion informatisé et numérisé, des procédures judiciaires au profit des juridictions des commerces. La bancarisation des frais du secteur de la justice ayant contribué à la multiplication des recettes du secteur. Le désengorgement des prisons et l'amélioration des conditions de vie des détenus ayant stoppé l'hémorragie par étouffement. La création et la distribution des sceaux officiels aux institutions et organismes publics. L'identification des pasteurs et des églises par la remise des permis d'exercice des cultes. Les consultations populaires et les journées portes ouvertes permettant aux justiciables de s'exprimer. Pour Constant Mutamba, ces réformes ont été réalisées à la grande satisfaction de la population et à celle du président de la République et ont permis de restaurer la confiance des citoyens envers la justice. Le ministre a aussi rappelé combien il a raté d'être empoisonné ou se faire assassiner par le fait de ses détracteurs. C'est la tête haute et sans regret que Constant Mutamba a dit remettre sa démission au président de la République afin de faire face au complot politique dont se revendique le ministre des Affaires étrangères rwandais qui a jubilé à travers un tweet, dit Constant Mutamba. Et puis le départ de Constant Mutamba serait ou devrait être un coup dur pour le gouvernement souminois qui venait de célébrer son premier anniversaire la semaine dernière. S'il est vrai que des progrès ont été réalisés, notamment en matière de stabilité du taux de change et d'avancées diplomatiques, plusieurs critiques et défis majeurs ont été soulignés par l'opposition, la société civile, pointant des ratés ou des objectifs non atteints. L'angle mort du gouvernement souminois dans ce commentaire également.
On passe à autre chose à présent. L'opposant Jean-Marc Kabound a lancé hier la coalition de la gauche congolaise, une nouvelle dynamique pour contrer le régime de Félix Tshisekedi. Mais pour d'aucuns, ce mouvement fractionne davantage une opposition déjà réputée faible face aux enjeux liés à la tenue du dialogue pour mettre fin à la guerre. Les détails de ce commentaire avec Christian Calongé. C'est officiel. La coalition de la gauche congolaise voit le jour dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise. Il s'agit d'une organisation composée des partis politiques, mouvements associatifs, organisations syndicales, personnalités politiques et autres qui a comme leader Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement. À en croire l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est pour répondre à l'impératif ultime et salvateur de rupture avec le système d'oppression. Mais l'arrivée de ce mouvement sur la scène politique congolaise est vue diversement par les observateurs qui y voient une volonté affichée par l'opposant Jean-Marc Kabound de vouloir patronner une opposition déjà réputée faible, visiblement fragmentée en plusieurs branches, dont opposition El Fayoulou, déjà sous le feu de projecteurs après la rencontre avec Félix Tshisekedi, opposition El Sesanga, opposition armée ou encore opposition El Katumbi. Avec l'arrivée de la coalition de la gauche congolaise, c'est la guerre de leadership qui est engagée au sein du microcosme politique congolais. Face aux enjeux liés à la tenue du dialogue pour juguler la crise sécuritaire, plusieurs analystes avertis estiment que l'unité de l'opposition reste une donne capable de peser sur la balance. Alors que le pouvoir en place ne donne toujours pas des signaux sur sa volonté de prendre en compte le pacte social proposé par les catholiques et les protestants, plusieurs membres de la société civile alertent sur la nécessité de privilégier la cohésion nationale. Et le ministre de la Défense séjourne à Lissala après la visite du centre pénitentiaire militaire des Angenga. Guy Kabombo a organisé et présidé une réunion provinciale de sécurité avant de s'imprégner des conditions d'incarcération des détenus militaires. La troisième étape de l'itinérance du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants maître Guy Kabombo Mwadianvita, c'est Lissala, en plein chef-lieu de la Mongala. Déjà à son arrivée, le VPM de la Défense nationale a présidé une réunion provinciale de sécurité en présence des services et différentes autres autorités locales. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la reconstruction et la redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo, selon la vision du commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui permet au vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadianvita de maîtriser et de cerner les réalités auxquelles font face les militaires congolais afin de proposer des solutions y afférentes. Le patron de la défense congolaise s'est rendu par la suite au centre pénitentiaire militaire d'Angenga où il a échangé avec les militaires comme à l'accoutumée la sécurité de cet établissement, des rééducations tout en s'imprégnant des conditions d'incarcération des détenus et différentes difficultés liées à la gestion de cette prison de haute sécurité. Les projets de réhabilitation et l'élargissement de sa capacité d'accueil traînant les pas. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a réuni en urgence les ingénieurs et les entrepreneurs commis à l'exécution des travaux. Des directives claires pour une mise en œuvre dans le délai ont été données. Le vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita a aussi échangé avec les chefs coutumiers venus en sa rencontre dans une démarche de cohésion sociale et de prise de décisions communautaires. Poursuivant son itinérance dans le Grand Équateur, le vice-premier ministre, ministre à la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita s'est envolé enfin vers Guémena dans la province du Soudou-Bangui.
Et puis Kinshasa fait face à une montée de l'insécurité dans plusieurs communes. Les cas de vol, agressions nocturnes, de cambriolage et de violences qui se multiplient dans plusieurs communes comme Ngaba, Ngaliema, Limete, Massina et Selembao. Selon plusieurs témoignages de la population, des groupes armés ou des Kuluna sèment une terreur qui sont souvent équipés d'armes blanches. Et suite à cela, les habitants ont dénoncé l'insuffisance des patrouilles policières, particulièrement pendant la nuit. Jadis construite pour 400 000 habitants, la ville de Kinshasa compte actuellement près de 20 millions d'âmes avec une urbanisation rapide et désorganisée aggravant le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale. Un contexte qui favorise l'émergence de la délinquance et surtout des groupes violents souvent composés de jeunes, des œuvrés, qui pullulent un peu partout dans cette capitale à plusieurs défis. La situation sécuritaire pour démarrer dans le quartier. Surtout les jeunes, ceux qui ont à 19 ans, moi tout le temps les athées. Puis pour les bébés, pour qu'ils n'aient pas comme ça, là, qu'on a un air à la main, l'air à comme il y a tellement risque devant la police. Parmi les communes les plus affectées, il y a par exemple Selembao, Ngaliema, Makala, Kimbaseke, Massina et Ndjili. Les habitants y déplorent l'absence des services de sécurité, notamment la police, et ajouter à cela l'éclairage public défaillant et une voirie urbaine totalement délabrée qui ne facilite pas une réaction rapide des forces de l'ordre face aux alertes. Et puis l'autre difficulté ou défi majeur auquel fait face la ville de Kinshasa, ce sont les embouteillages. Après un petit répit suite aux mesures de restriction de mouvement prises par le ministre provincial de transport, le retour des grands cars dans les rues a exacerbé apparemment les embouteillages. Les habitants de Tchangou particulièrement ont dénoncé le trafic. Ces géants de la route sont devenus la cause d'un chaos routier impactant la vie quotidienne de chaque Congolais. De Limete à Gombe en passant par Massina jusqu'à Kitambo, le scénario est le même. Le soir ou même en plein milieu de la journée, le passage est presque impossible. Ces grands camions transportant des marchandises et des matériaux sont essentiels à l'économie de la ville, mais leur présence excessive les transforme en obstacle à la fluidité du trafic. So embouteillage eza tosalaka demi-terrain oyo tozelaka ngo mbongo te. Par exemple nakozala na poko na asala deuxième porte ti elenge c'est 1000 francs, mais so embouteillage ebandi nakoma osuka na ngai université, nakoma osuka na ngai université nakobaluka aire moko bakilia bazokita na nzela aire moko ozobaye soit tokotya moto mopanzi ozozela ti embouteillage esili. Depuis la suspension par les autorités de Kinshasa de la mesure portant interdiction des circulations des véhicules poids lourds pendant la journée, le constat reste amer sur le terrain. Le gouvernement provincial devrait plutôt envisager d'autres solutions alternatives telles que la construction des routes afin de lutter contre les embouteillages. On va terminer à l'international. Les combats entre Israël et Iran se poursuivent et sont à leur 7e jour. Des violentes explosions ont été entendues jeudi matin à Jérusalem et Tel Aviv. Des missiles iraniens qui ont touché un hôpital et une population civile dans le sud du pays. Israël, qui a promis de riposter, rassure que Téhéran paiera le prix fort. Commentaire de Joël Isselona. Ce jeudi matin à Jérusalem et Tel Aviv, des violentes explosions ont été entendues. Téhéran paiera le prix fort après les frappes qui ont touché des civils et un hôpital du sud du pays, a assuré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. En réponse aux missiles lancés par les tyrans iraniens sur l'hôpital Socorro des Beersheva et sur une population civile dans le centre du pays. Je ne cherche pas à me battre, mais si le choix c'est de se battre, où qu'ils aient la bombe nucléaire, il faut faire ce qu'il y a à faire, a déclaré à la presse le président américain, qui sera briefé sur le conflit ce jeudi, jour férié aux États-Unis, dans la situation Room, la salle de crise en sous-sol de la Maison-Blanche où s'y prennent les décisions militaires les plus sensibles. Répondant à Donald Trump qui, à la veille, avait appelé l'Iran à capituler sans condition, le guide suprême iranienne Ali Khamenei a proclamé mercredi que son pays ne s'y rendrait jamais.
L'armée israélienne, qui a acquis la maîtrise de l'espace aérien iranien, poursuit toutefois son offensive et a annoncé ce jeudi une nouvelle série de frappes sur Téhéran et d'autres secteurs de l'Iran. Elle a appelé à évacuer les villages d'Arak et de Kandab, à une centaine de kilomètres du sud-ouest de Téhéran, situés près de l'installation nucléaire en vue des frappes sur celle-ci. L'agence semi-officielle NER a indiqué que la défense anti-aérienne avait été activée dans le centre de Téhéran. Par la suite, les sirènes d'alerte ont également retenti en Israël et la police a fait état de plusieurs impacts, notamment dans le secteur de Tel Aviv, après des tirs des missiles iraniens déclenchés le 13 mars par Israël, qui a assuré que Téhéran s'approchait du point de non-retour concernant l'acquisition de la bombe atomique. La guerre a fait au moins 224 morts en Iran, selon un bilan officiel. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre toute intervention militaire supplémentaire qui aurait des conséquences énormes pour toute la région. On va passer à présent au rappel des principaux titres de ce journal. Deuxième avancée dans les négociations entre la RDC et Washington et le Rwanda en vue du retour de la paix dans la région des Grands Lacs. Le texte d'accord a été paraphé mercredi par les négociateurs de Kinshasa et Kigali. Il ne reste que la signature de l'accord de paix qui doit intervenir le 27 juin, sauf changement. Et la guerre entre Israël et l'Iran est à son 7e jour. Les bombardements nocturnes continuent de part et d'autre. Donald Trump ne vient pas arranger les choses avec ses prises de position tentaculaires, faisant redouter une participation américaine au conflit. Place à la revue de presse. On va encore rester ensemble pour quelques instants seulement. Et c'est avec Chams, Moïse Chamala, que nous allons lire les sites et journaux parus ce matin. Moïse Chamala, où êtes-vous? Bonjour, bienvenue. Merci Gaëtan Koubabouranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Situation sécuritaire dans l'est du pays, les experts congolais et rwandais s'entendent sur un accord préliminaire de paix. Exactement Gaëtan Koubabouranzi, ça aurait pris beaucoup de temps, mais presque en fait la RDC peut trouver quand même une solution à travers cet accord qui tend en faveur de la RDC. Avec cette une d'actualité.cd, il est écrit RDC Rwanda, premier texte plutôt paraphé par les experts. C'est mercredi, signature ministérielle prévue le 27 juin à Washington. Gaëtan, selon la porte-parole de Félix Tshisekedi, relayé par actualité.cd, l'accord inclut des dispositions relatives au respect de l'intégrité territoriale, à la cessation des hostilités, au désengagement militaire ainsi qu'à une possible intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Eh bien, en sécurité, toujours, les potentiels, les journaux, les quotidiens écrit le gouvernement de la RDC par les billets du ministère de l'Intérieur a tiré la sonnette d'alarme sur la volonté manifeste du Rwanda de se soustraire au cadre de la tripartite RDC-HCR Rwanda afin de poursuivre ses ambitions expansionnistes à travers le peuplement des zones sous occupation de la rébellion du M23. Gaëtan, dans son communiqué des presse publié mercredi, il a appelé à cet effet ses partenaires nationaux et internationaux à suspendre toute forme de collaboration avec les structures mises en place par l'occupation rwandaise. Et face au risque de balkanisation, Jean-Marc Kabound a lancé la coalition de la gauche congolaise et réclame un dialogue inclusif. Exactement, Gaëtan Koubabouranzi. Après un petit moment de silence, Jean-Marc Kabound lance cette plateforme. Explique les quotidiens, les phares qui écrit Jean-Marc Kabound lance la CGC et réclame un dialogue inclusif. Gaëtan Koubabouranzi, les aînés, la coalition d'une vingtaine des partis politiques de l'opposition, des mouvements associatifs, des syndicats
syndicats et des personnalités politiques indépendantes. À cette occasion, renchérit les journaux les potentiels. Les coordonnateurs de ces regroupements, Jean-Marc Kabound a donné les tons en annonçant que la coalition de la gauche congolaise tient à rompre avec la prédation et la corruption qui gangrènent les systèmes politiques congolais. Dans son discours à charger prononcé lors du lancement de la coalition de la gauche congolaise hier mercredi, l'opposant Jean-Marc Kabound, rapporte Info 27, a exhorté le président Félix Tshisekedi à ignorer les tambourères et les chants des sirènes pour affronter la crise qui traverse la RDC. Et puis pour terminer, Moïse Chamala, ce fameux article qui prétend observer une tension entre le personnel et les directeurs généraux de la DGDA, après enquête, cela s'est avéré faux. Exactement, Gaëtan Koubabouronzi. Après cette enquête du média Les Pacifiques, Gaëtan Koubabouronzi, ceci écrit à sa une DGDA, la paix sociale et un climat propice au travail y règne. Eh bien, Gaëtan, à en croire la source du journal Les Pacifiques, il n'existe pas actuellement indifférent des travails entre les personnels et la direction générale de la DGDA, précise les journaux Les Investigations. Il faut souligner que la DGDA est à l'ère actuelle parmi les entreprises et établissements publics dont les agents et cadres sont régulièrement et mensuellement payés à bonne date. Par conséquent, soutenir que les agents de la DGDA connaissent plusieurs mois d'arriérés des salaires et que la rémunération aurait été revue à la baisse équivaut à mentir, j'allais dire, à tout un peuple dans l'intention de nuire à l'honneur et à la dignité des mandataires publics, les DG Bernard KBC. Eh bien, Gaëtan Koubabouronzi, toujours dans les mêmes registres du journal. Les journaux pointent du doigt un mouton noir. Un journaliste, si Jocelyn Toumba est avec moi, il peut passer à la page suivante, qui est la page 14. Voilà, exactement, Gaëtan. Les mêmes journaux alertent les autorités sur un mouton noir, c'est-à-dire une personne qui prétend être un journaliste qui s'est introduit par infraction dans la corporation des journalistes. Il s'appelle Yannick Kabengue, a été démasqué lors des assises de la 12e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kolwezi dans l'Elo-Alaba du 11 au 13 juin 2025. À cette mauvaise personne, c'est faisant passer pour un journaliste n'est autre qu'un mouton noir qui est évolué à toute illégalité sans aucun document attestant sa qualité de journaliste à sa possession. Encore une carte de service qui lui a été délivrée par un média reconnu ainsi que sous l'étiquette de l'étiquette, j'allais dire, de leur organe de presse pour réclamer des paiements, des factures. Gaëtan Koubabouronzi, un danger ou une situation que nous vivons actuellement en tant que journalistes. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette revue de presse. Et en passant, je souhaite bon vent au DG de la DGDA qui, je l'espère bien, travaille et continue de mettre en œuvre tout pour cette direction. Exactement, Gaëtan. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous aussi pour l'avoir suivi. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.